effectivement, c'est très honteux qu'à 2 reprises, les mêmes événements se déroulent dans la ville natale du chef de l'État. Et c'est pas bon, c'est pas une bonne image que nous véhiculons. In fine, dans son reportage, nous avons suivi le journaliste dire que les jeunes sont instrumentalisés, ils n'ont rien à faire. Je vais prendre donc le dernier bout, les jeunes n'ont rien à faire. Et comme je suis juriste, je parle et adosse mon propos sur des textes. Je veux mettre en jeu la responsabilité de l'État au sujet de la survenance de ces événements malheureux, ainsi que la responsabilité personnelle de ceux-là que vous appelez des élus. Que dit la Constitution au sujet des citoyens? Vous savez que c'est la norme fondamentale qui régit la vie d'un État. Tous les citoyens sont égaux en droit et devoir. Et la Constitution termine: l'État assure à tous les hommes les conditions nécessaires à leur développement. Voilà ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution dit en plus: tous les hommes ont le devoir de travailler. Le devoir. Et à la fin, la Constitution termine: l'État garantit à tous les citoyens les droits et libertés, comme le droit au travail, s'y inscrit. Dites-moi, Bruno Bidan, que fait l'État? Il a dit, les jeunes sont désœuvrés. Que fait l'État pour garantir les conditions nécessaires au développement de ces jeunes? L'État a failli à son obligation de trouver du travail à ces jeunes. Voilà pourquoi ils éclatent. Et nous sommes dans un pays où on biaise beaucoup avec la vérité. Nous passons notre temps à gérer les conséquences, alors qu'il faut voir la source du mal. C'est extrêmement dangereux. Venons maintenant aux hommes, et ça je serai très incisif, parce que là, je me rappelle de mon maître académique, paix à son âme, qui est décédé, le feu professeur Eugène Lep. Le 19 avril, à Nantes, nous évoquions les questions du Cameroun. Il m'a dit: Jean Calvin, mon fils, vous aurez moins de problèmes dans le sud, et au Dialogue en particulier, le jour où l'un de vous sera courageux de dire la vérité de ce qui se passe. Vous attendez tous les jours que ce soit les autres qui se sacrifient, parlent à votre place, et vous êtes dans un unanimisme à nul autre pareil, ce système de pensée unique. Je vais donc reprendre à son compte cette maxime-là et dire la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? La vérité est la suivante. Dieudonné et Soumaël, les statisticiens. En 17 ans de pouvoir, le président de la République a donné au dialogue, je ne parle pas du Sud, le secteur de l'économie et le cordon de la bourse, recenser les originaires du dialogue qui ont été ministres des Finances et du Budget, ou alors ministres des Finances et de l'économie. Recenser les ressortissants du dialogue qui ont géré. Quel est le développement économique qu'on retrouve chez nous? Pourquoi les jeunes ne trouvent pas d'emploi? Alors si vous voyez, c'est autant de frustration qui fait en sorte que quand un jeune est désœuvré, il éclate. Et il éclate pourquoi? Bruno Bidan, nos élites sont foncièrement méchantes et égocentriques. C'est pas un peu dur là? Non, je ne suis pas dur. Ça, laissez-moi terminer. Je parle des gens du dialogue, je ne parle pas des autres. Pour reprendre la formule de Zom-Loi, pendant qu'il était encore Zom-Loi, hein, nous les bêtis, on est très méchants. Ah, il est toujours hein? Oui, il est toujours. D'accord. Je reprends sa formule. Alors, je suis un intellectuel, j'ai trouvé ma voie, je suis un expert, je gagne ma vie. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? D'accord. Je ne suis pas à la recherche des postes. Je ne fais pas des calculs de rente administrative. Mais je dis, vous avez une catégorie de jeunes très fragiles. Bruno Bidan, je relève un arrondissement dans lequel le chef de l'État en a donné 4 des postes de souveraineté. Et je me souviens l'un d'eux qui disait: est-ce que ces enfants vont nous pardonner? Nous ne faisons rien pour eux. Je vous le dis. On se comprend très bien. Il y en a qui sont partis. Nous arrivons à une situation où, Bruno Bidan, nous arrivons à une situation où les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Les jeunes sont confrontés à une situation où ce sont les mêmes têtes qui reviennent. Les mêmes têtes, on a l'impression qu'on fabrique une bourgeoisie administrative. Il y a des familles régnantes qu'on doit nommer et on ne laisse pas la place à d'autres
pour faire valoir leurs compétences. C'est ça le problème, il faut le dire. Et j'utilise ma posture professorale pour le dire, Bruno. Nos élites sont fondamentalement égoïstes. Je l'ai dit. 17 ans, nous avons eu dans le dialogue le secteur de l'économie, le secteur des finances. Le tissu industriel, il est où? C'est pour ça que ces enfants n'ont pas de poste. Et ça crée des problèmes. Et on va revenir à cette situation. Et ça, je vous assure, il va arriver un moment où la pensée unique ne va pas prospérer. Pour chuter. Nos jeunes ne croient même plus à ce que vous appelez des élites. Vous avez une association à Saint-Melima qui s'appelle la GED. Vous la connaissez, n'est-ce pas? La jeunesse émergente. Suivez bien, jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Qui a été créée par qui? La fille du chef de l'État. Regardez, quand l'enfant du chef de l'État même s'écarte de cet establishment pour essayer de trouver des voies nouvelles, et pendant qu'elle trouve des voies nouvelles, vous avez toujours les mêmes caciques qui lui mettent les bâtons dans les roues. Voilà notre lot quotidien. Les conditions de la frustration sont réunies, et puis paf, un moment, ça explose. Quand vous regardez l'histoire du Cameroun, Lomba Mileke est un monsieur qui a été exclu d'abord par le colon, exclu par le pouvoir postcolonial au Cameroun des affaires de l'État. Je vous épargne tout le reste. La guerre dans le maquis et tout ça, c'était en pays Bassa et en pays Bamileke principalement. Et le colon avait fiché Lomba Mileke en disant c'est un frondeur. En d'autres termes pour le colon, c'est que Lomba Mileke était resté parmi les populations camerounaises l'homme à la conscience la plus éveillée sur le nationalisme, sur la nécessité de sauvegarder et de préserver le pays pour les nationaux. Pendant que d'autres peuples s'adoucissaient, s'allongeaient, s'aplatissaient devant le colon. Donc il a été fiché, il a été exclu. Donc ceux qui ont pris le pouvoir après 60 ont exactement agi comme le colon. Aïdjo et tout, on a vu. Pays Bamoun, on a vu, pays Maté, tout ça. Donc je crois donc, pas que je crois, quand vous regardez dans l'évolution, nos parents qui sont nés dans les années 40, 50, 60, c'est eux qui ont mis au monde ces enfants qui sont dans la basse. Donc ils les ont fait grandir dans cet esprit de Lomba Mileke est un exclu des affaires de l'État. Et comme Lomba Mileke était un exclu de l'affaire de l'État, regardez la fin d'Ogmo. Ndogmo, monseigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses frères pour leur dire, comme le blanc nous a exclus, comme ceux qui sont au pouvoir sont aussi des affiliés de ces blancs-là qui nous ont exclus, alors, qu'on s'en fait administrateurs, de parfaits agents du pouvoir, ainsi de suite, ils sont entrés dans l'économie, ils sont entrés dans le commerce. D'ailleurs, Aïdjo leur fait une part belle avec Kodok dans la fin des années 60, c'est-à-dire en créant des capitaines économiques parmi nos frères de l'Ouest. Les forces, ainsi de suite, sont nés, vous comprenez. Sauf que, quand ils ont mis au monde ces enfants qui sont dans la base, ils ne leur ont pas dit que, en fait, leur repli identitaire n'était pas dû au fait de l'exclusion des autres populations, n'était pas en fait de tribalisme. Ils ne leur ont pas dit. Ils ne leur ont pas dit qu'en fait, ils se sont repliés parce qu'en fait, ce n'est la seule voie qui s'offrait à eux pour rester vivants, pour rester utiles à leur pays, c'est-à-dire le commerce et l'économie. Vous comprenez? Oui. Les enfants ont plutôt compris cela comme étant du tribalisme, le fait qu'en grandissant, ils se rendent compte que Lomba Mileke continue à être exclu de certaines affaires, il continue à être mis à part. Vous comprenez? Ça fait qu'au niveau politique, donc les politiques ont utilisé ce fragment-là, ont utilisé ce pertuis, cette ouverture-là, pour en fait faire du climat, faire un marché politique dans ce ressentiment. Ça fait aujourd'hui que les enfants pensent qu'en fait, Lomba Mileke est tribalisé par les autres. Et ici, se disent qu'ils vont répondre au tribalisme par le politique tribalisme. Or que non, c'est plutôt une exclusion historique, stratégique du blanc qui a été reprise par les postes coloniaux qui nous dirigent jusqu'à ce jour et qui a été considérée peut-être malhonnêtement, peut-être intentionnellement par les parents en leur disant c'est du tribalisme alors que ça n'était pas un. Donc, dans une analyse froide et sans mettre les gants comme d'habitude, le faux de Bamendjou donne un coup de pied dans la fourmilière que représente la chefferie traditionnelle d'aujourd'hui, celle qui perd progressivement sa sacralité, sacrifiée qu'elle est à l'autel des appétits de pouvoir et d'autres considérations qui s'écartent de la norme et des principes fondamentaux de la chefferie traditionnelle d'hier. C'est dans les institutions traditionnelles qu'on trouve que chacun avait sa place, qui minime soit-il, et était respecté comme tel. La chefferie traditionnelle était le socle de notre croyance. C'était là notre force. Or, les mécanismes ont été mis en place pour déstabiliser toutes ces structures. Mais voilà, aujourd'hui dans la République, les chefs sont plutôt les élus. De manière que sur 10 chefs,
vous ne trouverez même pas 2 vrais chefs. Ils sont devenus tous des militants des partis politiques. Parce qu'il faut militer, il faut avoir son poste, sénateur, député, ministre, tout ceci. Une bonne mise en bouche pour planter le décor de ce colloque international, dont le thème porte justement sur les chefferies traditionnelles, démocratie et État en Afrique, avatar historique, héritage, usage et devenir. Une porte ouverte à la réflexion sur ce que deviennent nos chefferies traditionnelles face au vent de plus en plus dominant de la modernité. Ces décisions étaient sans appel. Et ce n'était pas la dictature. C'est parce qu'avant chaque décision, le chef prenait le temps de consulter d'abord le peuple et ne faisait que promulguer. Mais c'est vous qui êtes venu dire au chef que quand le chef parle, on ne répond pas. Et le chef s'est mis à décider n'importe comment sur le dos du peuple sans leur avis. Et le peuple s'est opposé. Et on a vu pour la première fois comment on s'oppose au chef. En posture d'invité spécial, le roi des Bamunju a irrigué de sa pensée et de ses réflexions ce colloque international organisé dans le cadre de la Semaine de l'Afrique, avec au passage une pique aux adeptes du tribalisme et ennemis du vivre ensemble. Ceux qui veulent faire la politique, ceux qui font la politique pour des intentions purement personnelles, utilisent le mot tribalisme pour nous désunir, alors que dans la réalité, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. C'est les soi-disant hommes politiques qui nous créent le tribalisme. À voir la tension qui prévaut actuellement, j'ai trop peur. Et je demande à mes chers frères, mes chers enfants, de faire très attention. C'est notre Cameroun à nous tous. Je veux continuer, comme par le passé, à verser l'huile sur les crânes de nos ancêtres pour qu'ils continuent à vous couvrir. La chefferie traditionnelle, la vraie, doit à en croire l'ordre du jour, retrouver la place qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais dû perdre. Et celui qui l'incarne doit être ce guide, ce modèle qui inspire et sert d'exemple à son peuple, loin des rejets et contestations observés de plus en plus aujourd'hui. Au-delà des hommes, impuissants, l'homme n'y peut rien. Le véritable problème est le suivant, le système est miné ab initio. Quand vous prenez toutes nos lois sur l'orientation de l'enseignement supérieur, celle récente de 2023 et celle ancienne, impulsée par un ministre d'enseignement supérieur que j'ai toujours porté dans mon cœur, Jean-Marie Atanobara. Telle une ancienne, il y a une disposition qui revient avec insistance à l'article 3. L'enseignement supérieur est une priorité nationale. C'est inscrit dans la loi. Toute la question maintenant est de savoir qu'en faisons-nous de cette articulation normative? L'université est-elle vraiment une priorité nationale? Je dis non. Pas du tout. Les pouvoirs publics n'en ont que. Dans une université normale, je vous ai dit les hommes, dans une université normale, dans l'orthodoxie, et personne ne me démentira ici, ce sont les universitaires qui élisent leur père, du département, du doyen, jusqu'au recteur. Et l'administration intervient simplement pour homologuer le choix des enseignants. Mais la technique de nomination participe de la caporalisation des énergies. Qu'attendez-vous des gens qui, une fois nommés, ne rendent pas compte à leurs collègues, mais plutôt à ceux qui les ont investis? Je l'ai dit ici une fois sur un plateau télévisé, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la connaissance de plein de recteurs qui ont été nommés. Et immédiatement, quel est le premier acte? C'est de porter l'écharpe du RDPC et de chanter les louanges du pouvoir. Alors, quand les collègues n'ont pas le contrôle sur leur élu dirigeant, vous comprenez avec moi que le mécanisme aidant à rendre des comptes ne peut pas fonctionner. De un. De deux, permettez que je parle ainsi, je suis très bavard, je suis là pour ça. Le système est miné. Nous sommes pris dans nos propres contradictions. Quand vous prenez nos textes, de la Constitution jusqu'aux lois et aux décrets, nous avons institué le système de l'équilibre régional. Même jusqu'au processus électoral, il faut tenir compte des composantes socio-logiques. Certes, lorsqu'on nomme pas avoir de décret, ça relève du pouvoir discrétionnaire. Mais le pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire libre arbitre. Mais le savoir, l'intelligence s'accommode de ces critères subjectifs, l'équilibre régional. Oui, je vais en venir, donc. Je vais en venir, s'il vous plaît. Boni, nous parlons de l'université, le mal est grave. Je vais en venir.
C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on nomme un recteur, vous en avez qui ne sont pas contents. Je prends deux exemples. Si on avait laissé le système lui-même générer tes dirigeants, on n'en serait pas là. De manière à ce que lorsqu'un recteur, un doyen, un chef de département ne sert pas les intérêts de son collègue, de ses collègues, on le désinvestit immédiatement. Ad-nous tout. Deux exemples. Vous savez que j'ai commencé ma carrière à l'université de Ngaoundé. Très jeune enseignant. J'y ai vécu, j'ai des amis. Est-ce que vous savez, prenez les 3 universités du Septentrion. Prenez les 3 universités du Septentrion. J'ai pris la peine, hein, il y a mes collègues qui m'appellent. Oui, bien sûr, professeur Baïbek. Tous les recteurs sont d'origine islamo-peul. Au nord, vous avez des chrétiens et des animistes. Et quand vous faites le ratio des enseignants de rang magistral, prenez toutes les... La deuxième catégorie est largement majoritaire. Près de 80%. C'est la raison pour laquelle ces collègues vous disent que nous, on n'a jamais eu de recteur. Oui, ces revendications sociologiques. Je vous dis, le système de nomination n'est pas bon. Interrogez les collègues du Nord, ils vont vous le dire. Eux aussi, ils veulent leur recteur. Ça devient très difficile pour le pouvoir. Deuxième exemple. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux venir dans mon université d'origine, le Sud. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Allez-y. Le Sud avait 2 recteurs. Maintenant, le Sud n'a plus qu'un seul recteur. Et comme moi, j'ai dit toujours la vérité. Je ne suis pas dans les faux fuyants. Parce que vous en avez qui me saisissent une box. Je suis le porte-parole. Hein, le petit frère le sait. Je suis très critique dans notre forum des universitaires du Sud. Je suis très critique. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Pourquoi n'avoir pas remplacé le recteur Minkwashi d'un fils du Sud, d'une compétence avérée, une expérience, que le grand frère Bokali Victor Emmanuel? Et pourquoi le Sud aurait toujours deux recteurs? Oui, je vais en venir, petit frère. Vous voyez, donc c'est pour ça que je suis en train de décrire le système de nomination. Parce que quand vous nommez, les revendications sociologiques émergent. Je continue. Même dans Mondia et Lobo, Natal, le dernier recteur que nous ayons eu, c'est au Bouna quand j'étais encore étudiant. Mais pourtant au Sud, au Djailobo, hein, pour faire émerger le critère genre, nous avons le doyen de la faculté de médecine de Yaoundé, professeur Zemigane, cette voix de mes compétentes. J'ai mes grands frères Claude Bocol. Professeur, tu sais que tu as des problèmes avec ma soeur. Non, non, je vais te dire qu'elle a fait la dernière fois. Oui, je sais, ouais, je connais, non? Ouais, Nyandom, moi, ouais, je vais en venir.